Bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde. Bienvenue à Sophie, Sébastien et Camille. On est vraiment ravis de vous avoir tous aujourd'hui avec nous. Et donc, on est réunis aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui s'appelle la transmission des savoirs. Ce sujet nous intéresse particulièrement et d'ailleurs, on a sorti avec notre partenaire Watts un livre blanc sur le sujet, sur la transmission des savoirs en entreprise. Et on a voulu aujourd'hui organiser donc cette table ronde parce qu'on pense qu'avec la montée du télétravail, avec la recherche de sens des collaborateurs, avec le fait que les collaborateurs aussi finalement passent de moins en moins de temps dans une entreprise, il y a un réel enjeu pour les organisations à formaliser, à structurer cette transmission des savoirs. Et donc, c'est un sujet qui est complexe. C'est un sujet qui est complexe à la fois pour les directions RH et aussi pour les directions métiers. Je me présente juste. Alors, moi, je suis Émilie Carmagnac. Je suis directrice marketing et communication de Fujitsu. Fujitsu, c'est un acteur japonais des services informatiques et des produits aussi informatiques. Et aujourd'hui, donc, on est en partenariat avec Watts qui co-organise cette table ronde. Alors, je vais demander à nos invités de se présenter. Je vais commencer par Sophie Gaillet. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Gaillet, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Intelligence Senior. On a 3 métiers chez Intelligence Senior. D'abord, on est spécialiste de la cible des seniors en France, donc les plus de 50 ans. Et on intervient à 3 égards. D'abord parce qu'on a créé des médias qui s'adressent aux seniors et donc on leur parle tous les jours par des newsletters. Donc on a 1 million de seniors qui reçoivent nos newsletters chaque semaine. Et puis, on a un second métier qui est un métier de collecte de data. On a collecté toute la data depuis nos médias pour connaître très précisément et de manière très fine les usages des seniors en France, au point d'avoir fini par conseiller les entreprises sur toute leur stratégie senior et notamment un point sur lequel on intervient, qui est la stratégie RH dédiée aux seniors dans les entreprises, puisqu'on a cette connaissance très fine de la cible qui nous permet aujourd'hui de conseiller les RH ou les DRH ou les directeurs généraux dans une logique qui est de construire des stratégies RH dédiées aux seniors. Merci beaucoup. Est-ce que Camille, vous voulez prendre le relais? Volontiers. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Aymar. Mon métier à l'origine, c'est actuaire, un métier qui est très connu dans le milieu de l'assurance, c'est-à-dire qu'on fait une analyse des risques par des statistiques et des probabilités poussées. Et aujourd'hui et depuis 5 ans, je travaille chez SCOR, première société de réassurance française et 4e au niveau mondial. Et donc en tant que réassureur, on assure les assureurs pour permettre une mutualisation en fait, des risques entre tous les pays et tous les risques qu'on couvre. Merci Voilà. beaucoup. Et enfin, Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien Simon, je suis le DRH du laboratoire pharmaceutique Adar Pharmaceutical. C'est un laboratoire américain. Notre métier est double. On fabrique des médicaments pour d'autres laboratoires en utilisant ce qu'on appelle des plateformes technologiques dont on est propriétaire. Et puis on produit dans la région parisienne un médicament qui s'appelle le Lactéol, qui est un très vieux médicament, qui est un antidiarrhéique et qui est prescrit principalement dans les cas de gastroentérite. Et donc, je pilote les RH pour le site français, donc des RH France du laboratoire Adar Pharmaceutical. Merci beaucoup. Alors, on va commencer justement par vous, Sébastien. En tant que RH, j'imagine qu'il y a quand même certains enjeux autour de la transmission des savoirs. Quelle est votre expérience ces dernières années? Effectivement, la transmission des savoirs, c'est un élément qui est fondamental dans une entreprise. Le savoir, la connaissance, c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir se différencier par rapport à nos concurrents. Et donc, maîtriser ces savoirs et les transmettre dans une entreprise, c'est devenu un enjeu aujourd'hui extrêmement important dans un monde où tout va de plus en plus vite et où il faut effectivement éviter la perte de savoir. Je vais pouvoir donner 2 niveaux sur la transmission de savoir. Un niveau très vertical et un niveau très horizontal. Le niveau très vertical, c'est celui dont on pense le plus souvent. Ça va être le cas du collaborateur qui part à la retraite et il faut effectivement s'assurer qu'on transmette le savoir. C'est une opération qu'on a menée au sein d'Adar il y a très peu de temps. Un directeur de site part à la retraite, on nomme effectivement sa remplaçante et on a quelques mois pour transmettre les savoirs. Alors ces quelques mois, il faut les allonger au maximum. Moi, j'estime qu'il faut au moins 18 mois
pour transmettre effectivement et correctement des savoirs entre un manager qui s'en va et un manager qui prend le relais. Et il faut, en tout cas, c'est la politique et la stratégie qu'on a mis en place, accompagner cette transmission. Il faut mettre un coach qui va permettre, à celui qui s'en va de pouvoir transmettre ses savoirs, fermer le livre de sa carrière professionnelle pour pouvoir ouvrir un deuxième livre derrière, et puis au manager qui arrive de pouvoir capter le maximum de savoir et de pouvoir s'installer le plus confortablement possible dans son siège de nouveau manager en ayant capté autant que possible tout ce qu'avait comme savoir l'ancien manager. Ça, c'est de la transmission verticale. Et puis, on a de la transmission horizontale de savoir. On y pense moins souvent, mais c'est celle qui crée de la valeur dans une entreprise. C'est la capacité entre collaborateurs à se transmettre du savoir, faire travailler des équipes ensemble, faire travailler des collaborateurs ensemble pour pouvoir effectivement leur donner la possibilité de grandir et de faire que 1 + 1, ça va donner 3. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas de mettre en place au sein du laboratoire, de donner la liberté aux équipes de travailler, d'essayer, de se tromper, parce que quand on teste, forcément on se trompe, mais c'est sur ces échecs effectivement qu'on apprend, et on va pouvoir, de cette manière-là, redonner du pouvoir aux équipes, leur redonner un niveau de confiance qui va leur permettre de créer, et ces savoirs supplémentaires-là, ça sera la valeur ajoutée de l'entreprise de demain. Donc c'est pour nous aujourd'hui, en tout cas pour moi en tant que DRH, 2 sujets extrêmement particuliers et extrêmement importants, la transmission verticale et la transmission horizontale des savoirs. Super, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Justement, avant de donner la parole à Sophie, et parce que vous allez voir qu'il y a un écho entre ce que vient de dire Sébastien et ce que va nous dire Sophie. On avait une question là sur ce qui vient d'être dit, sur justement combien de temps faut-il pour transmettre les savoirs lors d'un départ en retraite. Donc, il y a un petit questionnaire qui va apparaître. Si vous voulez à nouveau y répondre pour qu'on voit ce que vous suivez bien, mais pour justement transmettre des savoirs à travers cette table ronde. Voilà, ça y est, il est là. Donc, selon vous, combien de temps doit durer l'accompagnement des seniors dans la passation de leur savoir? 6 mois, 1 an ou 18 mois? On a déjà 9 réponses. OK, eh ben, vous avez à 58% raison. On considère justement que la période, entre guillemets, «idéale», serait 18 mois. Et justement, Sophie, je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, parce que vous êtes beaucoup, penchée sur le sujet de l'intergénérationnel en entreprise, et notamment sur ce moment qui est clé, qui est le départ en retraite. Et je crois même que vous avez monté un programme, qui permet justement de structurer tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé la création de ce programme? En fait, chez Intelligence Senior, on conseille les entreprises dans leur stratégie senior, et on a eu beaucoup de missions qui nous étaient commandées par des RH ou des DRH qui voulaient réorganiser la politique RH de leurs entreprises et notamment mieux considérer les seniors. Et nous, on s'est rendu compte en discutant avec l'ensemble de nos clients qu'en fait, la politique RH des seniors, en général dans les entreprises, se situe au moment du passage à la retraite, et on va considérer le senior comme un futur retraité, on va le faire partir à la retraite, mais on ne va pas considérer le temps de pré-retraite comme un moment qui est capital. Et en fait, on s'est rendu compte que si on arrive intelligemment à organiser les mois qui précèdent le départ à la retraite, et l'organiser avec des outils, l'organiser avec des ateliers, l'organiser avec une période qui est déterminée, alors la retraite se fait de manière beaucoup plus douce, l'après-retraite est beaucoup plus réussie, et surtout on laisse aux autres générations le savoir du senior. Parce que qui détient le savoir des entreprises aujourd'hui? Ce sont les seniors qui y ont travaillé. Et donc on a créé ce programme qui s'appelle Le Passage, qui est un programme qu'on vend aux entreprises, qu'on met en place dans les entreprises, et qui est un programme qui repose sur 3 piliers. Un programme au départ individuel. Donc on a un moment individuel avec le senior, donc c'est 18 mois avant sa date de départ à la retraite, et on a ce moment où on vient organiser la logique de transmission du senior qui va progressivement décider d'organiser comment est-ce qu'il veut transmettre son carnet d'adresse, son métier, c'est les astuces de l'entreprise, des expériences avec des clients. Donc on va vraiment avoir cette logique d'entretien individuel avec le senior.
Puis, il y a une logique collective qui est capitale pour que jamais le senior qui rentre dans ce programme de passage qui dure 18 mois se sente seul dans ce moment qui est souvent vécu comme relativement stigmatisant et douloureux, qu'est la retraite. On veut le mettre dans une logique collective. Donc, on fait en sorte qu'il y ait des ateliers de groupe de façon à ce qu'ensemble, des seniors transmettent leur savoir dans ces ateliers de passage. Et enfin, on a une troisième étape qui est une matérialisation concrète de cette transmission. Et donc, on construit avec les seniors soit le blog de la transmission, où en fait chacun des seniors qui sont dans ce programme de passage viennent transmettre des moments de leur vie en entreprise, ou un livre d'or, ou un trombinoscope, ou un carnet des métiers virtuel. Donc, on crée vraiment une concrétisation quelque part de cette transmission, de façon à ce que le senior qui a participé à ce programme, le passage, ait une forme d'accomplissement concrète, une forme de fierté autour de ce projet. Donc, voilà comment, quelque part, est construit ce programme-là et qui permet de réussir le moment du passage à la retraite pour les seniors, qui doit être vécu quelque part comme une fierté et pas comme quelque chose dont on a honte. On doit être très fier d'atteindre la retraite, c'est-à-dire qu'on a réussi sa vie professionnelle. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on travaille avec nos équipes dans les fonctions RH et DRH. Super. Merci beaucoup, Sophie. Et maintenant, on va avoir le retour d'expérience de Camille. Donc Camille qui est chez SCOR et qui, depuis 3 ans, mène un projet de transformation qui est à l'échelle de toute l'entreprise, qui a pour objectif de capitaliser sur cette transmission de savoir et qui va bien au-delà là, donc, de ces moments liés à la retraite. Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement ça se passe et ce qui a motivé aussi ce projet? Alors clairement, ce qui a motivé le projet, c'est beaucoup de choses. Moi, déjà, à titre personnel, j'ai toujours été passionnée du transfert de connaissances et de la transmission du savoir. Au quotidien, en tant qu'actuaire, dans toute ma carrière, j'ai eu ce besoin de recherche d'informations, et en particulier quand j'ai rejoint SCOR, qui était un groupe international, et où je devais regarder comment les risques étaient couverts dans différents pays, en fonction de la réglementation des pays, des habitudes de marché, et ainsi de suite. Ensuite, à l'échelle de l'entreprise, en tant que réassureur, notre matière première, finalement, c'est l'expertise qu'on va fournir à nos clients assureurs. Grâce à cette vision internationale, en fait, on sait très bien couvrir des risques dans certains pays, et on va pouvoir aider des assureurs à se développer sur des nouvelles opportunités de marché, parce qu'on va leur dire voilà comment on peut couvrir ce risque, voilà ce qu'on connaît dessus. Donc, il nous fallait absolument assurer que cette transmission de savoir, elle soit fluide dans l'entreprise. Et donc ça s'est vraiment fait par une transformation, comme vous l'avez dit. Donc, tant bien en créant un outil qu'on appelle knowledge.com et qu'on a créé avec Watts, qu'avec un esprit qu'on appelle maintenant la knowledge community et des opportunités de partage de connaissances. Des opportunités via des conférences internes de partage, mais aussi des opportunités de travailler finalement sur des projets qui ne sont pas le quotidien de chacun. Super. Alors, je crois qu'aujourd'hui, après donc 2 ans de déploiement, il y a plus de 1200 utilisateurs sur 3000 salariés qui utilisent la plateforme Knowledge. Donc, ça fait quand même une belle adhésion en interne, mais j'imagine qu'il y a eu plusieurs facteurs clés de succès, à la fois l'humain, l'outil. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Très volontiers, parce qu'effectivement, on a construit l'outil progressivement. Un peu comme tout ce qu'on fait dans le cadre de cette transformation, on a aussi changé la façon de travailler. On travaille en mode agile, et donc cet outil, on l'a aussi fait en mode agile, c'est-à-dire avec une approche test and learn, en commençant à le développer avec des futurs utilisateurs et sur un périmètre dédié. Et petit à petit, en fait, il s'est répandu et il a embarqué l'adhésion de tout le monde. Le deuxième facteur du succès, c'est le fait justement qu'on avait le soutien de tous, donc de nos leaders, de la hiérarchie qui accompagnaient cette transformation, qui disaient bien explicitement ces messages de « maintenant, aujourd'hui, chacun doit partager ses connaissances au quotidien » et ça fait partie de notre travail. Et bien sûr, le soutien des équipes qui se disaient « Ah oui, j'ai besoin de ça » et qui finalement voyaient la valeur ajoutée de leur contribution parce qu'ils pouvaient aussi profiter des contributions des autres. Je dirais le troisième facteur de succès, c'est la cohérence des outils et de l'écosystème en fait, de travail et des process qu'on avait chez SCOR. Donc, le fait que tout ce qu'on a construit, c'était en discussion avec les RH et c'était en discussion avec les services IT pour aussi s'assurer que les outils qu'on proposait, notamment knowledge.com, étaient clairs et ne faisaient pas doublon, surtout, ce qui risquait de perdre du monde.
Et je dirais la dernière chose, c'est vraiment, ça s'entretient, hein, c'était une nouvelle habitude de demander aux gens de prendre du temps pour partager. Et donc, il y a toute une partie que j'appelle de community management et d'avoir créé un peu des ambassadeurs de knowledge.com un peu partout dans l'entreprise parce qu'on a 40 bureaux, donc répartis vraiment partout dans le monde et pour que les gens aient des relais proches d'eux pour savoir utiliser l'outil, pour mieux comprendre et pour derrière me faire du feedback sur qu'est-ce qu'elle est bien et comment poursuivre les évolutions. Donc vraiment une combinaison entre les ambassadeurs, que vous avez beaucoup parlé des ambassadeurs, et de la facilité aussi et l'accessibilité à l'outil finalement. C'est deux facteurs importants. Alors on avait pour finir peut-être un dernier petit sondage. Super. Donc c'était justement pour revenir sur l'intervention de Camille. La question qui s'affiche là maintenant, je vous laisse la lire, ou je vous la lis. D'après vous, doit-on privilégier la création de postes ou le déploiement d'un outil pour faciliter la transmission des savoirs en entreprise? Et donc, avec 3 réponses, créer un poste, déploiement d'un outil ou les deux. Ouais, effectivement, à 90%, vous avez raison, c'est bien ce qu'on a vu, c'est que c'est super important d'avoir une équipe en interne qui est motivée aussi pour que le projet soit déployé et qu'on crée, comme dans l'exemple de Camille, une adhésion. Et on a vu aussi que c'était vrai avec Sébastien et Sophie, où bien sûr, il faut qu'on ait à la fois une structure, un rythme, des ateliers, où on fait parfois appel à un coach, mais il faut que ce soit qu'il y ait une adhésion de ce type de programme en interne. Alors, avant de conclure, je voulais vous laisser la parole à chacun sur quelques mots en fait sur ce rôle que peut jouer la transmission des savoirs, ce que vous auriez envie de partager aujourd'hui pour inspirer toutes les entreprises et les personnes qui seraient en train de se poser cette question sur la transmission des savoirs. Sophie, je ne sais pas si… Oui, effectivement, nous, ce qui nous tient à cœur dans ce programme Passage, c'est que quand on regarde la sémantique du mot retraite, si on regarde juste la définition du mot retraite, ça veut quand même dire plier face à l'ennemi. Ça veut dire, quelque part, plier face à l'ennemi, qui serait donc la vie qui a avancé, ou en tout cas, le mot retraite veut dire ça dans sa signification première. Et donc, nous, on dit que c'est déjà tellement dur, le terme retraite, et le passage à la retraite qui est vraiment vécu comme quelque chose d'assez stigmatisant, alors que ça pourrait être une fierté, comme obtenir son baccalauréat, on obtient sa retraite. On a eu envie de vraiment créer ce programme qui s'appelle le passage. Alors, il y a un jeu de mots qui est passe, avec le petit apostrophe et âge. Donc, c'est vraiment comme si on avait détenu, comme si on détenait un pass pour la seconde partie de notre vie. Et donc, ce passage, c'est 18 mois, effectivement, où on va revaloriser tout l'apport du senior dans l'entreprise auprès des jeunes générations, des générations de nouveaux entrants, parce que les nouveaux entrants ne sont pas que des jeunes. Donc, mais la logique est vraiment de se dire, on doit valoriser ce que le senior a apporté dans une entreprise, parce que c'est évidemment lui qui détient le patrimoine. Mais plus globalement, comme on a une génération, on en parlait avec Émilie la semaine dernière, on a une génération de jeunes nouveaux candidats sortis d'école qui cherchent des entreprises avec une quête de sens. Alors, il n'y a pas que construire des ruches ou devenir, j'en sais rien, agriculteur de tomates bio qui a du sens. Il y a aussi être dans des entreprises qui construisent des choses, mais par contre, la politique RH de ces entreprises doit avoir du sens, doit être éminemment tournée vers l'humain. Et ça doit parler aux jeunes générations qui cherchent à rentrer dans des entreprises dans lesquelles il y a du sens. Et si on ne construit pas des ruches chez AXA, mais qu'on fait des produits d'assurance, on doit avoir une politique RH extrêmement tournée vers l'humain. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec Passage, c'est de montrer aux jeunes qu'on valorise le salarié jusqu'à la fin de sa carrière dans l'entreprise, en lui demandant de transmettre à toutes les générations ce qu'il a apporté à l'entreprise. Et Camille, je crois que vous aviez aussi quelques mots pour conclure aussi. C'est vrai que pour moi, il y a ce besoin, on a un monde qui bouge tellement vite aujourd'hui et pas que sur le sujet digital. Alors forcément, nous, l'analyse des risques, et avec le monde qui bouge vite, on doit être toujours, je dirais, au courant des évolutions et aux dernières connaissances sur les sujets. Et c'est pour ça que pour moi, ça doit vraiment être reconnu par tous aujourd'hui que notre travail, c'est
de partager notre connaissance. Et que finalement, quand je garde pour moi ce que je sais, je m'enferme toute seule déjà, je me crée une prison et je ne vais pas évoluer dans l'entreprise. Et je pense qu'il y a ce côté justement, l'entreprise sera plus efficace quand tout le monde partage, mais à titre individuel, chacun va largement en bénéficier parce qu'en continuant à apprendre au quotidien, on se crée aussi des nouvelles opportunités de carrière en interne comme en externe, et on continue à s'ouvrir au monde. Donc vraiment, voilà, ce message clé que c'est notre travail en fait de partager aujourd'hui. C'est notre boulot à tous. Et Sébastien, quelques mots pour conclure? Je vais aller effectivement dans le sens de ce qui vient d'être dit. La valeur principale d'une entreprise, c'est son capital humain. C'est pas son portefeuille de produits. On peut avoir les meilleurs produits du monde si on n'a pas les meilleures équipes pour les concevoir, les vendre et être innovant, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, transmettre des savoirs en interne dans l'entreprise, c'est s'assurer effectivement les succès de demain. Donc, c'est fondamental aujourd'hui de mettre en œuvre des outils, des parcours qui permettent effectivement à chacun de transmettre son savoir. Et puis, si on doit finir sur ces fameux départs à la retraite, je pense que c'est un très beau cadeau qu'on fait à un collaborateur qui a fait une bonne partie de sa carrière, de lui offrir ce moment privilégié, ces 18 mois. Alors, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est à peu près la durée qu'il faut pour transmettre des savoirs et assurer un départ à la retraite dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'on se doit effectivement, pour des collaborateurs qui ont fait des grandes parties de leur carrière, et peut-être pour certains qui ont fait toute leur carrière, même si c'est moins vrai aujourd'hui dans les organisations, mais ça peut être encore le cas, de leur offrir effectivement ce temps de passage entre je vais fermer le livre de ma vie professionnelle et puis je vais ouvrir le livre de ma retraite. Et ce temps-là, il doit être particulièrement choyé, chouchouté par les entreprises. Donc, les initiatives qui sont aujourd'hui en place sont extrêmement positives, et on se doit, nous, en tant que RH, en tant que collaborateurs d'une entreprise, d'être extrêmement veillants aux hommes et aux femmes qui sont présents dans l'entreprise, et entre autres à ceux qui ont passé toute leur carrière à produire et à enrichir l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé. D'autant que ça vient valoriser, je rajoute juste ce point, mais je comprends la difficulté pour un RH ou un DRH de se concentrer sur une population qui va quitter l'entreprise. On a envie de se concentrer sur la population qui rentre dans l'entreprise plutôt plus que naturellement celle qui s'en va. Et en fait, on se rend compte qu'avec un programme comme le Passage, ça vient irriguer toutes les générations qui rentrent dans l'entreprise, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la logique de sens, c'est que tout à coup, on a vraiment une politique RH qui est vraiment tournée vers l'humain, qui est affichée, revendiquée comme étant voilà, la fierté de l'entreprise. Et donc, je pense que ça vient travailler la marque employeur de manière très nette, et ça vient favoriser la perception que les jeunes générations vont avoir d'une entreprise. Si on soigne bien nos aînés, quelque part, ça veut dire qu'on doit être bien soigné dans cette entreprise. Et je pense que c'est vraiment ça que le Passage peut permettre, irriguer tous les points de contact RH de l'entreprise. Et juste aussi pour conclure, avec tout ce qui s'est dit là aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant en fait dans le fait de rendre la transmission des savoirs plus accessible, d'en faire un vrai programme, on crée une espèce de mécanique qui devient vertueuse et qui apporte du sens. Et elle apporte du sens pour les collaborateurs, les jeunes, ceux qui partent, ceux qui sont moins jeunes mais qui arrivent dans une entreprise. Et finalement, c'est de la valeur à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc, on se rend compte que c'est peut-être un sujet qui a été laissé de côté. Enfin, moi, c'est mon expérience en tant que collaboratrice aussi d'une entreprise. C'est pas toujours évident d'arriver à transmettre son savoir. Les temps de passage sont souvent restreints, alors que c'est vrai qu'il faudrait, je pense, y passer beaucoup plus de temps. Et à l'image de ce qu'a fait aussi Camille, c'est de laisser une place permanente à cette transmission. C'est aussi, je pense, très important, surtout dans des métiers où il y a beaucoup d'expertise qui sont l'ADN et la valeur, le capital de l'entreprise, quoi. Voilà. Alors, on a laissé volontairement un grand temps là de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit dans la salle ou à distance, soit en posant vos questions sur le chat, soit j'en vois déjà une là, soit en activant votre micro, il n'y a pas de souci. Donc, je vois qu'il y a une question pour Camille. Tu l'as vu, Camille? Oui, ouais. Oui, je vais la relire au cas où, Okay. pour moi et pour tous.
Alors, est-ce que je peux préciser le point sur l'esprit de partage qu'on a développé chez SCORE? Philippe a noté les conférences internes, la possibilité pour le collaborateur de travailler sur des projets ou des sujets qu'il maîtrise moins. Oui, alors déjà, dans le premier point, ça a été le changement d'organisation. Et concrètement, avant moi, par exemple, j'étais responsable d'un centre de recherche dédié aux risques, incapacité, invalidité. Et on avait des centres de recherche comme ça dédiés à certains risques qui répondaient aux besoins de tous les marchés en fonction des moments où ils avaient des besoins d'analyse poussée sur ces risques-là. Sauf que nous, dans le centre de recherche, on ne pouvait pas faire tous nos travaux de recherche poussés qu'on voulait, et les marchés étaient frustrés parce qu'on n'arrivait pas à répondre à tout le monde. Donc concrètement, on a changé cette organisation pour ce principe de knowledge community. Et donc, et dire qu'on avait des experts, certes, comme moi, par exemple, dédiés en des fonctions globales, mais qu'on avait des experts partout, en fait. Et les experts du risque incapacité invalidité en Australie, ils pouvaient aussi aller aider ceux qu'on avait besoin en Allemagne, et ainsi de suite. Donc voilà, on a changé l'organisation pour ça. Les projets, maintenant, les appels se faisaient en cherchant les bonnes ressources disponibles au bon moment et qui avaient les compétences dessus. Et parfois, dans les projets, on avait quelqu'un qui avait plus une expertise sur le risque mortalité. Désolé, l'assurance n'est jamais très joyeux, c'est sur quoi on travaille. Mais qui, d'un seul coup, pouvait aller travailler sur un nouveau risque, ce qui allait lui apporter de toute façon son expertise technique, mais l'adresser sur un nouveau sujet. Et grâce à ça, finalement, il va monter en compétence sur ce nouveau risque et il va pouvoir le déployer par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment sur le changement d'organisation qui joue avec ça. Les opportunités de partage de connaissances aussi, ça a été, alors ça, c'est assez génial parce qu'il y en a un peu partout qu'on germait dans l'entreprise. Grâce à cet état d'esprit qui a été diffusé aussi par nos leaders, c'est-à-dire que le top management disait bien, c'est important de partager. Mon équipe a organisé des deep talks, c'était un peu comme des TED Talks, mais un peu plus longs et assez orientés techniques, mais on s'est rendu compte qu'il y en avait un peu partout ailleurs dans l'entreprise. Il y avait des pitch and learn à un endroit, il y avait un endroit où ils nous ont appelé des deep talks, et il y en a beaucoup comme ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose de génial parce que j'ai de la connaissance, je vais la diffuser, et puis aussi, finalement, petit à petit, on ne s'embarrasse pas à faire quelque chose de très précis, d'avoir fini notre projet pour partager dessus. On partage aussi sur des travaux qui ne sont pas finis. Parce que le plus tôt ça se sait que je travaille là-dessus, le plus tôt, si d'autres personnes ont des idées, ils peuvent venir m'aider. Et on évite aussi ce qu'on appelle du rework, c'est-à-dire plusieurs projets sur le même sujet à différents endroits. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais quand ça arrive, ça reste un peu dommage. C'était une très bonne idée, elle a été germée à plusieurs endroits. Autant mutualiser les forces le plus tôt possible pour les concrétiser. Je vois qu'il y a une autre question de Sandrine. Avez-vous des expériences hors entreprise dans le public et pas dans le privé? Des expériences de transmission de... Alors, on a effectivement des expériences pour le programme Passage qu'on a déployé dans des organismes publics qui peuvent aller d'associations caritatives dans lesquelles il y a des logiques de nécessité de transmission, avec une pyramide des salariés, une pyramide des âges des salariés qui est assez inversée, c'est-à-dire qu'il y a plus de seniors dans le monde associatif et caritatif que de jeunes, donc on a ce vrai enjeu à aller chercher des moments de passage avec ce programme-là. Donc on l'a déployé, ça c'est des organismes publics. Et puis après, dans les organismes, alors là c'est un peu plus particulier, mais chez Intelligence Senior, comme on est très spécialiste du marché des seniors, enfin, c'est vraiment notre métier, on travaille avec tous les acteurs des résidences seniors et des EHPAD. Et là, dans ce cas de figure-là, on est amené à déployer des programmes de passage qui sont d'autant plus importants qu'on prend soin de résidents au quotidien. Donc évidemment, la logique, c'est d'arriver à plugger ces programmes-là. Donc on a eu des expériences effectivement dans le public à ces deux endroits-là, mais on a des discussions avec des organismes sociaux, typiquement, qui nous posent la question de montrer l'exemple en pluguant et en branchant le programme Passage à leur politique RH. Ça leur permet de la revendiquer, hein, cette nouvelle politique, et ça leur permet de montrer l'exemple auprès globalement de leurs clients ou de leurs prospects. Merci. Oui, il y a Olivier aussi qui veut apporter Oui, une également réponse. précision, donc retour d'expérience sur le secteur public. Alors là, côté outils, nous, on a eu l'occasion de travailler avec le secteur public et notamment avec la mairie de Paris, qui était confrontée à justement ces silos qui existaient au sein de la DRH. Donc rapidement, pour vous faire le retour d'expérience, donc la mairie de Paris, c'est plus de 50 000 agents.
avec des diversités de profils assez, je veux dire, on parle de tout, hein, ça va des agents d'entretien à vraiment, enfin voilà, c'est vraiment toute fonction qui est représentée. Et la problématique, c'est que pour gérer donc, ces 55 000 agents, vous avez 1500 RH au total, avec 1200 RH de proximité et 300 experts sur des domaines très précis comme la paye, la retraite par exemple, etc., etc. Et en fait, ce qui a été constaté, hein, c'est que bien souvent, vous avez beaucoup de demandes qui émanaient du terrain auprès des 1200 RH qui sollicitaient tout le temps les 300 experts sur des questions je veux dire, assez récurrentes. Et les experts étaient, je veux dire, toutes les semaines, tous les mois, inondés de questions qui finalement se ressemblaient et n'étaient pas capitalisées. Et donc là, l'idée, c'était de dire comment je peux, d'une part, dans un premier temps, adresser les bonnes personnes au sein des 300 experts, parce que ça veut dire, la pratique, c'est un peu j'envoie un mail à tous les experts et puis voilà, ils se débrouilleront pour me répondre. L'idée, c'était, on va dire, identifier les bons experts quand moi j'ai une demande en particulier. Au-delà de ça, c'est comment je capitalise au fur et à mesure toutes les réponses des experts pour que moi, RH de proximité, finalement, quand j'ai le terrain, mes équipes qui me posent la question, je puisse déjà accéder à la connaissance si la question a déjà été posée sans devoir ressolliciter les sachants. Donc, c'est vraiment ça qui a été mené. C'est vraiment, on va dire, plusieurs aspects. Un aspect vraiment pour les RH de proximité, de leur faciliter l'accès à l'information, et pour les experts, on va dire, de les décharger de tout ce qui est répétitif en termes de questions et qui puissent se concentrer, eux, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ici ou en ligne? Je ne sais pas. Moi, j'avais une question qui m'était venue à l'esprit là, parce qu'on a beaucoup parlé d'expertise. Camille en a parlé. Là, on se rend compte aussi avec la mairie de Paris qu'il y avait beaucoup des interactions avec les sachants. Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas, peut-être Sébastien a des réponses là-dessus. Comment ça se passe quand on est sur des métiers où justement il y a plus de notions de qualité, où c'est plus normé? Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans la transmission des savoirs autour de ça? Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui changent. En tout cas, il y a une culture de l'écrit et la transmission des savoirs, elle doit aussi se faire par l'écrit. C'est ce qui permet de laisser de la trace. La transmission orale du savoir de je suis à côté de toi, je travaille à côté de toi et je te fais part de ce que je sais, c'est important. Mais la formalisation par l'écrit, c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre effectivement, quand le sachant ne sera plus là, que celui qui prend sa place garde effectivement et conserve le savoir. Après, la notion, effectivement, et dans l'environnement pharmaceutique dans lequel je travaille, on est dans un environnement ultra normé, et tant mieux d'ailleurs, hein, c'est ce qui assure que les médicaments que vous allez pouvoir prendre tous les jours sont sains et que vous pouvez les prendre en vous posant le minimum de questions, sans même vous poser des questions quant à leur efficacité. Mais effectivement, ça oblige à être encore plus rigoureux sur la transmission des savoirs, à valider cette transmission de savoir, donc en permanence dans nos usines. Il est inimaginable qu'un collaborateur intervienne sur une machine sans qu'il ait été validé, certifié par plusieurs personnes, par plusieurs pharmaciens qui sont venus effectivement s'assurer qu'il avait le savoir. Et cette transmission-là, elle se fait effectivement encore par l'écrit. Donc l'apprentissage, il va se faire par la communication orale, mais la synthétisation du savoir et la capacité de s'assurer qu'elle a bien été acquise va se faire effectivement par de l'écrit. Et on va garder de la trace et on va pouvoir comme ça effectivement capitaliser sur ce savoir et pouvoir le diffuser plus facilement au sein de l'organisation après. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme Passage, on a un atelier, quand je dis un atelier, il y a un tiers des ateliers qui sont dédiés à la matérialisation concrète de cette transmission. À la fois parce que ça laisse une trace, effectivement, c'est tout à fait juste, mais en plus parce qu'il y a beaucoup de transmission des savoirs qui doivent se passer par l'écrit et par le fait de pouvoir concrètement rédiger une expérience, concrètement rédiger voilà, une étude, une expertise qu'on a besoin de transmettre de manière très concrète. Le seul endroit où nous, on voit qu'il y a c'est des difficultés, entre guillemets, dans ce programme-là, c'est sur la partie relationnelle et carnet d'adresse. Parce qu'en fait, un senior qui quitte une entreprise, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'expertise, ça, elle doit être écrite,
il y a aussi un carnet d'adresses très significatif. Et en fait, le senior qui quitte l'entreprise, il part avec son carnet d'adresses parce que le carnet d'adresses, c'est personnel. Donc nous, on a créé un programme, un atelier où il y a vraiment l'organisation d'un carnet d'adresses collectif. Donc on ne vient pas voler le carnet d'adresses d'un senior, on ne vient pas prendre la relation qu'il a avec la personne, mais on vient simplement lui demander à la fois de faire de la mise en relation, en même temps de nous donner les quelques points qu'on doit connaître sur telle ou telle personne, et finalement donner aux jeunes, ou en tout cas ceux qui reprennent derrière, la possibilité d'utiliser ce carnet d'adresses et à eux d'en faire de la magie, hein, mais voilà, donc on tient à ce que ça aille jusqu'au carnet d'adresses. Très bien. Émilie, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Ouais. Sébastien, justement, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup développé sur la partie humaine, alors qu'effectivement, nous, pour la partie écrite de la transmission des savoirs, c'est là que l'outil qu'on appelle knowledge.com, qu'on a créé avec Watts, permet justement d'avoir une trace écrite. Et la première question à laquelle on voulait répondre, c'est trouver l'information où qu'elle soit. Donc, un outil qui va chercher dans tous les systèmes, mais aussi qui permet très facilement aux salariés de partager leurs connaissances et d'être valorisés quand ils partagent leurs connaissances. Et donc, c'est là, pour le coup, que l'outil permet de créer progressivement cette base de données, des connaissances déjà partagées par les utilisateurs et au passage le carnet d'adresses interne, puisque tout le monde est enregistré dans l'outil en déclarant ses compétences. Donc finalement, quand on cherche quelqu'un qui s'y connaît en pharmaceutique, par exemple, on peut aller chercher dans l'annuaire de knowledge.com pour trouver directement la personne, même si elle n'est pas dans mon réseau proche. Donc là, c'était le premier enjeu, c'était de trouver l'info en fait. C'est ça. Avant même de. Ouais, d'accord. Où est-ce qu'elle soit dans la tête de quelqu'un, dans un système, est-ce qu'il y a déjà eu un projet sur le sujet, etc. Je sais que je vais la trouver parce qu'elle est référencée finalement. Voilà, et que le nouveau réflexe, c'est de chercher dans knowledge.com. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Autrement, eh bien, merci à tous. J'espère que vous avez trouvé cet échange enrichissant. Si vous voulez en savoir plus, donc certains l'ont peut-être déjà fait, donc on a notre livre blanc qui est disponible aussi encore en téléchargement. Et puis, eh bien, merci à tous. Très bonne fin de journée. Et puis, vu l'heure qu'il est, très bon appétit à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.